L'invité de ce matin, c'est Jean-Baptiste Ndézé, Rekatou Rébé. C'est un chef coutumier. Dans l'Est, on l'appelle Mwami. En Kiswahili, bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Meilleurs vœux. À vous de même. Ça a commencé déjà. Oui, oui. À quelques jours de la fête des enfants. Absolument. La fête dite de Noël et puis celle de Nouvel An. Oui. Donc nous avons ce devoir moral de nous souhaiter les bonnes choses. Je vous remercie. Voilà. Et ça se passe bien à Kinshasa? Jusque-là, tout se passe bien. Alors, vous pensez que quelque chose ne va pas bien se passer? Au niveau de Kinshasa, Oui. mis à part la chaleur, Parce que je vois... Ah, la chaleur. Ici, la chaleur nous fait beaucoup de bien. Oui, donc voilà. La chaleur nous fait beaucoup de bien ici. Tant mieux, Ouais. tant mieux. Et il n'y a pas qu'un aspect négatif. Bien sûr. La chaleur nous permet de transpirer. Et quand on transpire, ça fait beaucoup de bien. Ça fait du bien, effectivement. Mais vous qui êtes habitué à la fraîcheur de l'Est du pays, oui, c'est un peu on lourd. est à Kinshasa, On doit s'adapter, avec les masures que vous prenez à chaque fois, alors vous avez du mal à supporter la chaleur. D'accord. Bon, c'était une façon de dire qu'il fait beau dans l'Est de mon pays. Absolument. Jean-Baptiste, vous êtes les chefs coutumiers et les Mwami de Boucha. La chefferie de Bouicha. Boucha, en territoire de Rutshuru. En territoire de Rutshuru. Rutshuru, où il y a eu infiltration dernièrement selon l'armée, des éléments rwandais. Mais vite mis en débâcle, ils étaient partis. Rutshuru, c'est un grand territoire avec beaucoup de richesses, mais on n'entre pas dedans. L'état de siège, depuis que ça a commencé, est-ce que ça a été une bonne chose? Disons, d'une façon générale, on va dire que c'est mitigé. On a eu dans un premier temps un apport positif de la décision qui avait été prise par le chef de l'État. Bonne décision, mais dans l'application, vous parlez des résultats mitigés. Mais on est au départ, est-ce que la décision a été bonne? La décision était très bonne, vu la situation sécuritaire qui perdure depuis plusieurs décennies. Donc il fallait prendre une mesure forte dans l'espoir que la sécurité puisse revenir sur tout l'Est du pays. Et donc sur le plan politique, oui, c'est une décision qui était très bonne. Avec un gouverneur militaire, gouverneur civil, pémbénisé avec l'Assemblée provinciale. C'est un militaire, un policier qui dirige. C'est ça. Du coup, les velléités ethnico-tribales revues à la baisse? Je ne dirais pas cela. Je dirais que l'approche militaire de la gestion de la province était tout à fait nouvelle pour nous. Et donc cette nouveauté, nous espérions que ça allait ramener le calme. Le calme sur tous les niveaux. Bien sûr, il y avait quelques tensions intercommunautaires. Et le fait d'avoir un gouverneur militaire ramener l'état de siège, donc devait ramener l'autorité de l'État sur toute l'étendue. Donc toute forme de contestation, de velléité devait cesser totalement. Et je pense dans l'ordonnance présidentielle, toute forme de manifestation, de réunion était interdite au travers de l'état de siège. Et donc ça ramenait bien sûr du calme. Voilà. Je reviens justement à la position géographique de votre chefferie, l'importance dans le coin. Quel distinguo d'abord faites-vous entre Banya-Wisha et Hutu? Mais avant, à Rutshuru, où est-ce que vous vous situez exactement? Alors, la chefferie de Bouicha se trouve dans le territoire de Rutshuru, qui est au nord de la ville de Goma. Lorsque vous prenez la route qui va vers Beni Butembo, nous sommes juste à l'arrière du volcan Nyiragongo. Et donc nous sommes une des deux chefferies qui constituent le territoire. Et nos voisins sont le territoire de Nyiragongo qui sort de Goma. Et par la suite, vous avez le Bwito et le Lubero. Nous avons une très grande... La ville de Goma elle-même est dans le territoire de Nyiragongo. De Nyiragongo, exactement. Alors nous bordons le Rwanda au niveau des volcans Karisimbi et Mikenyo, où se trouvent les fameux gorilles de montagne. Et tout le reste se trouve avec la frontière ougandaise, la frontière de Bunagana, de Ishasha, de Munyaga. Donc on a une très longue frontière commune avec et le Rwanda
et l'Ouganda. Très bien. Quelle différence on fait entre les Hutus et les Banyawishas dans le coin? Est-ce qu'il y a une différence? Disons, on a tendance, je dirais que ce n'est pas la faute du Munyabwisha, plutôt peut-être du législateur, de tout observer sous forme ethnique. Donc si vous parlez sur l'aspect ethnique, oui, peut-être la communauté Hutu est la communauté majoritaire dans la chefferie du Bwisha. Mais comme son nom l'indique, le Munyabwisha, c'est tout habitant du Bwisha. Vous pouvez venir peut-être un jour séjourner chez nous, vous deviendrez de surcroît un Munyabwisha. Donc il faut faire la distinction entre une appartenance territoriale et une appartenance ethnique. C'est deux distinguos à faire pour bien comprendre notre situation actuelle. Vous parliez des faiblesses et des forces de l'état de siège. Précisons des détails, vous veniez de le faire. Qu'est-ce qui a été fait de bien? Qu'est-ce qui a marché? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous proposez pour que ça marche? État de siège. Mais écoutez, je vais vous le dire avec toute franchise, nous avons eu une mission du ministre de la Défense qui est venu à Goma pour faire une évaluation justement de l'état de siège. On a eu à répondre à certaines questions avec mes collègues chefs coutumiers pour savoir qu'est-ce que nous attendions de l'état de siège, quelles sont les avancées sur le plan sécuritaire, économique, social et d'autres choses. Donc nous, on a expliqué clairement que la première décision, elle était très bonne. La décision politique était très bonne. Mais il y avait, on dirait, de l'impréparation, tant et si bien que sur le terrain, on voit que les moyens logistiques de l'encadrement de nos troupes ne sont pas suffisamment là pour pouvoir mener à bien leur mission, qui est de rétablir la paix. Et donc à partir du moment où... Le volet sécuritaire, on peut le laisser avec les quelques faiblesses. Ça, c'est au niveau de la Commission Défense et Sécurité de deux chambres de Parlement. Et en plus, il y a des propositions qui peuvent être faites en off sur le plateau. Vous savez que nous avons des voisins que vous connaissez très bien et il y a certains secrets d'État qui ne peuvent pas sortir concernant nos faiblesses. Mais les propositions que vous faites, il faut renforcer la logistique. Oui, bien sûr, il faut renforcer la logistique et surtout mieux encadrer nos soldats. Ce sont des hommes très courageux. Sur terrain, ils sont vraiment très dévoués, mais parfois, il y a certains dysfonctionnements qu'il convient de régler soit au niveau de la province, soit même en synergie avec les autorités nationales ici à Kinshasa. Donc c'est cette synergie-là qui manque actuellement pour pouvoir mener à bien la mission qu'on leur a confiée. Avec les voisins ougandais, on mutualise les efforts pour attaquer les ADF. Une décision courageuse du chef de l'État? Oui, moi je reste vraiment très positif. C'est le chef de l'État. Il est en possession de beaucoup d'autres éléments qu'au niveau de la population, nous n'avons pas. Et on suppose que toutes les décisions qu'il prend sont dans le bien du pays et donc des communautés locales. Et à mon niveau, il ne faut pas trop remettre en cause cette décision-là, mais plutôt attendre de voir quels seront les résultats réels. Et c'est sur cette base-là qu'on pourra éventuellement porter un jugement sur ce qui a été bien fait ou mal fait. Mais de prime abord, je pense que c'est une bonne décision au vu de la situation qui continuait à s'embourber, voire à s'étendre. Les ADF au départ étaient dans des zones bien déterminées et puis certains foyers ont commencé à apparaître dans des zones qui, au départ, n'avaient pas ce genre de problème. Et donc, faire appel peut-être à un appui d'un pays voisin et ami, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, je pense que c'était une bonne décision. À quel niveau vous collaborez, vous, les Mwami, les chefs traditionnels, parce que vous êtes chef des terres durant toutes les rébellions, vous avez été par moments frustré par l'approche de ces mouvements rebelles au service des voisins des multinationales, c'est une parenthèse. Mais à quel niveau vous collaborez avec l'armée, notre armée, pour mettre hors d'état de nuire et les groupes armés étrangers et les groupes armés nationaux qui entrent beaucoup en jeu dans la prédation ou les pièges des ressources naturelles? Mais écoutez, les chefs des terres. Au Ghana, vous pesez beaucoup, les chefs des terres. Les chefs des terres.
pèse beaucoup. Mais chez nous, vous êtes désacralisé. Est-ce que vous pèsez dans le coin pour pouvoir mettre fin à cette insécurité? Mais disons, là vous touchez à un point très sensible. Bien sûr, l'autorité coutumière a malheureusement été négligée durant toutes ces années. Dire qu'on collabore, bien sûr que nous collaborons. Personnellement, je suis non seulement un chef coutumier, mais aussi le chef d'une entité territoriale décentralisée. Donc nous dépendons bien sûr de du gouverneur de province, mais nous avons une personnalité juridique, une autonomie de gestion. Et donc dans ce cadre-là, nous sommes inéluctablement appelés à collaborer. Et dans ce cadre, je vous informe par exemple que tous les mercredis, nous avons une réunion de sécurité territoriale au niveau du territoire de Rutshuru avec l'administrateur actuel qui est un militaire, son adjoint qui est un policier, et donc avec tout le panel du service de sécurité territoriale qui est composé des agents de l'ANR, des bureaux 2, des différents régiments, agents de la DGM. Donc oui, il y a une collaboration permanente, et même au-delà de ça, dès qu'il y a un incident dans mon entité, qui est composé de 7 groupements, les chefs de groupement me font régulièrement rapport, et je transmets automatiquement l'information à l'administrateur du territoire. Il y a ce phénomène de kidnapping. Est-ce qu'il y a des solutions? Kidnapping. Ceux qui kidnappent sont les fils et filles du Nord Kivu. Pour la plupart. Comment, au niveau de Bami, vous comptez résoudre ce problème pour aider l'État à y mettre fin? Alors, il y a des bonnes initiatives qui ont été prises par le passé. Il y a au sein de la chefferie des structures qu'on appelle cellules de paix et de développement au niveau des groupements, noyaux de paix et de développement au niveau des villages, et au niveau de la chefferie, c'est cellules de paix et de développement aussi, mais au niveau de la chefferie. Et donc, toutes ces structures, j'ai sollicité auprès de l'autorité qu'on puisse les renforcer pour qu'elles soient en mesure de donner la bonne information concernant notamment les groupes armés, mais aussi tous les kidnappings. Effectivement, la majeure partie de ces kidnappeurs sont des enfants du terroir. Et vous savez, dans l'état d'insécurité qu'il y a actuellement, parfois les gens ont du mal à venir dénoncer. Et il y a une certaine crainte de savoir si je dénonce et qu'on sait que c'est moi, est-ce qu'il va y avoir des représailles si jamais ces gens sont libérés? Et malheureusement, c'est ce qui se passe souvent. Ces gens sont parfois arrêtés et on ne connaît pas les raisons. Et quelques temps après, les libère. On les libère. Donc, et qui les libère souvent? Donc il y a un dysfonctionnement. Il faut essayer de trouver où se trouve le dysfonctionnement. C'est sûrement au niveau des autorités judiciaires. Actuellement, c'est l'auditorat qui s'occupe de tout ce qui est justice. Donc la plupart des plaintes qui doivent être déposées dans la chefferie vont au niveau de l'auditorat. Et donc cet auditeur-là doit nous expliquer pourquoi ce genre de choses se passe. Et une autre chose aussi, nous avons sollicité des opérateurs téléphoniques parce que bien souvent ces rançons sont envoyées au travers de mobile money. Donc on souhaiterait que l'État puisse prendre des mesures, que ces opérateurs téléphoniques puissent communiquer les numéros ou bien les localiser, ces numéros qui collaborent dans la perception de ces rançons. Qui envoient de l'argent aux groupes armés et aux kidnappeurs. Vous avez parlé de kidnapping, là. On parle de kidnappeurs. Oui, les rançons envoyées aux groupes, aux kidnappeurs. Exactement, sont envoyées au travers de réseaux téléphoniques, essentiellement RTL. Et donc on a demandé qu'on puisse nous retracer un peu tous ces numéros qui reçoivent cet argent-là, et ils sont retirés par qui? Donc aujourd'hui, on est identifié, nous devons donner nos noms au moment où vous obtenez un numéro. Il y a la fameuse polémique sur la RAM. Donc tous ces éléments sont faits justement pour pouvoir avoir une certaine traçabilité des utilisateurs de téléphone. Et donc on est étonné de voir qu'il y a une inertie dans cette collaboration de ces opérateurs téléphoniques qui pourraient nous aider à pouvoir identifier les personnes qui perçoivent ces argents et directement mettre la main dessus et les mettre hors d'état de nuire. Alors, quel rôle joue exactement un chef coutumier Mwami aujourd'hui, lorsque vous faites une petite comparaison au rôle joué par ceux qui vous ont précédé, généralement vos pères et grands-parents dans le passé, quand le pays était encore très, très, très stable? Oui,
l'époque de nos grands-parents, malheureusement, n'est plus notre époque. Les choses ont vraiment évolué. Nous n'avons plus juste la casquette de chef coutumier, mais comme je vous ai dit, je suis aussi le responsable d'une entité territoriale décentralisée, qui est la nouvelle structure de l'État, ça date de 2008, lorsqu'il y avait eu une ordonnance loi qui avait installé ces ETD et qui ont une autonomie de gestion. Le souci était de essayer de propulser le développement à partir de la base. C'était une très bonne idée. Et donc aujourd'hui, ma casquette n'est pas seulement coutumière, elle est aussi, je vais dire, agent de l'État. Et donc je dois combiner les deux. Et si on pouvait nous redonner un peu plus de pouvoir sur le plan coutumier, bien sûr, ça nous permettrait davantage de peser sur la destinée de notre pays. Parce que vous avez parlé du développement, le barrage de Matébé, est-ce qu'il profite vraiment à grande échelle à la population locale? C'est la question que je vous pose. C'est-à-dire qu'il y a, je reçois régulièrement dans mon bureau... Il a été construit pour aider la population locale, mais est-ce qu'il joue ce rôle? C'est-à-dire, les objectifs de départ de Matébé, bien sûr, étaient d'apporter un appui au développement des communautés riveraines au parc. Alors, c'est peut-être mal connaître la région. Le parc de Virunga est très vaste. Le parc de Virunga, vous le retrouvez dans le Buisha, dans le Buito, dans le Nyiragongo et même en partie, je pense, jusque dans le Massissi. Donc, Goma, lorsque vous quittez Goma pour aller vers le Massissi, toute la partie droite, vers le volcan Nyamulagira, c'est le parc national des Virunga. Et donc, la problématique, si je me rappelle bien, des responsables qui ont installé Matébé, c'était pour diminuer la pression sur le parc et notamment la carbonisation pour faire le fameux makala, le charbon de bois, oui, qui est fortement utilisé. Une menace pour l'environnement, une menace pour les écosystèmes. Absolument. Mais est-ce que ce barrage aujourd'hui joue réellement son rôle? Les populations locales qui sont les destinataires finaux, est-ce qu'ils en bénéficient? Quand on voit la commercialisation à Goma de l'énergie provenant du barrage de Matébé. Mais je dirais que les premiers bénéficiaires, le plus intéressant d'ailleurs, ce serait justement d'arroser suffisamment Goma pour que cette pression diminue. Le grand centre de consommation de ce makala-là, c'est justement Goma. Ce n'est pas Rutshuru. Si vous avez un jour... Ça n'a pas diminué quand vous regardez les sacs. Combien de sacs de braise ou de makala prennent la destination de Goma chaque jour? Mais c'est formidable. Exactement. C'est justement parce qu'il y a énormément de quartiers dans Goma qui ne sont pas encore électrifiés, ou bien l'approche, si vous voulez, de l'utilisation de l'énergie électrique pour faire votre cuisine, par exemple, n'est pas encore suffisamment assimilée par toute la population. Je vous prends mon exemple. À Rutshuru, moi, je bénéficie de cette électricité-là. J'ai un vieux cuisinier qui a été cuisinier de mes grands-parents, de mes parents, de mes frères. Et donc aujourd'hui, il a encore ce besoin de voir du makala dans la résidence. Je lui dis, mais on a le gaz et on a l'électricité. Mais mentalement, il n'est pas encore parvenu à passer vers une autre forme d'énergie. Donc ça demande de l'éducation de la population. Absolument, absolument. Mais sur le plan, au niveau de mon entité, il y a une bonne connexion régulière, mais vous devez savoir que la population rurale du Buisha, c'est une population très pauvre et donc qui n'arrive pas peut-être tous à avoir l'accès à cette électricité vu le coût actuel qui est tout de même assez conséquent pour les ménages. La pêcherie de Nyakakoma, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, Nyakakoma, et Vichumbi ne connaît plus son sort et quelles seraient les stratégies pour que les poissons, jadis, qui alimentaient les coins, puissent encore refaire surface? Alors, le lac Édouard, où se trouvent ces deux pêcheries de Vichumbi et de Nyakakoma, connaît un problème qui se passe partout dans le monde. Donc, il y a une surexploitation des ressources halieutiques partout dans le monde. Ce n'est pas spécifique au Congo. Et donc, en plus, la spécificité peut-être qu'il y a au niveau du lac Édouard, c'est qu'il y a non seulement une surpêche, mais une pêche illégale. Donc l'autorité compétente de la gestion de ce lac, c'est l'ICCN. Et donc l'ICCN a trouvé les choses en l'état. Des groupes armés
un désordre total, le non-respect des techniques de pêche reconnues. Et donc tout ça a fait que la surexploitation a fait que le potentiel halieutique a fortement baissé. Alors, nous travaillons personnellement, en tout cas pour la pêcherie de Nyakakoma, qui est une pêcherie familiale, et Vichumbi, qui est une pêcherie communautaire de tous les chefs coutumiers qui avaient cédé leurs terres pour faire le parc des Virunga. Nous travaillons sur des projets de pisciculture et je lance un appel bien sûr aux autorités compétentes pour pouvoir avoir aussi un appui dans ce sens-là pour relancer les activités de pêche. La pisciculture est, on en est persuadé, la voie à suivre pour redonner un peu d'espoir sur ces lacs-là. Pourquoi? Parce que c'est une forme d'exploitation très contrôlée et vous savez savoir exactement quelle sera votre productivité dès le départ. Et donc, une fois qu'il y aura cette pisciculture, ça va diminuer la pression sur l'exploitation traditionnelle et les choses vont revenir d'elles-mêmes. La nature sait se coacher, mais très très bien. Donc si on lui permet de se revitaliser, elle le fera très très bien. L'état de siège dont nous parlons inclut le volet sécuritaire, le développement socio-économique. Effectivement, si nous pouvons revenir à l'aspect sécuritaire, chaque ethnie dans ce territoire détiendrait son propre groupe armé pour sa défense. Et du coup, le territoire devient invivable. Est-ce que c'est ça la réalité? Non, je pense que c'est un cliché. C'est vraiment un cliché. Les informations qu'on a, bien sûr, je vous prends un groupe très connu qui s'appelle... Les informations que vous avez, vous êtes sur place, bien chef sûr. Coutumier. Oui. C'est pas attesté? Non, c'est pas attesté. Bien sûr, vous avez quelques groupuscules de groupes armés mono-ethniques, mais les grands groupes connus sont parfois étonnamment, vous serez étonné de voir la diversité des représentations ethniques qu'il y a dans ces groupes-là. Pourquoi? Nous sortons d'une période très trouble de plus de 20 ans, d'une situation instable. Et donc, oui, il y avait cette tendance à vouloir s'auto-protéger, vu que l'autorité de l'État avait disparu. Et donc, lorsqu'on veut s'auto-protéger, on a souvent tendance à se regrouper en fonction de nos affinités culturelles, ethniques, linguistiques. Et donc, ça peut peut-être donner cette impression. Il y a une situation normale? En situation? Je dis une situation normale jusqu'à maintenant où l'autorité de l'État a rétabli. L'autorité de l'État, hélas, reste à rétablir. Il y a encore un travail très, très lourd à faire. L'état de siège est un début, mais après, il faut reprendre des bonnes habitudes. Tous ces jeunes gens qui sont dans les groupes armés ne sont pas tous sortis. Ils sortent progressivement et il y a encore, bien sûr, à mettre en place le fameux DDRC qui permettrait l'encadrement de ces jeunes gens et leur empêcher de repartir vers ces groupes armés. Mais il faut leur donner pour ça des formations et essayer de les intégrer progressivement dans la vie sociale normale, on va dire. Et donc c'est un long travail. Ça ne va pas se faire en 6 mois ni une année. Et donc le travail qui a été initié doit maintenant continuer. Et bien sûr, il y a tout un aspect éducatif sur lequel il va falloir bien s'appuyer aussi. Vous êtes chef coutumier, sûrement que vous êtes écouté. Il y a des élus provinciaux et nationaux, sûrement qu'ils ont une assise populaire, parce que certains sont réélus plus de 3 fois déjà. Pourquoi ces jeunes n'écoutent pas ces leaders pour abandonner les groupes armés et démontrer leur attachement, leur amour envers leurs frères, envers le Congo? La classe politique actuelle est assez étonnante, on va dire. Vous avez des vrais politiciens et vous en avez d'autres qui sont arrivés dans la politique peut-être par opportunisme. Je ne cite vraiment personne, mais c'est parfois l'impression qu'on a chez certains. Et donc, lorsque vous arrivez en politique par opportunisme, beaucoup de populisme aussi, certains utilisent cette fibre-là, la fibre communautaire, beaucoup l'utilisent aussi. Or, nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure de nous dire « séparons-nous ». Il serait plutôt utile de nous rassembler. Parce que le défi à relever est non seulement pour le Nord Kivu, mais aussi pour tout le pays. Et donc, lorsque moi, j'entends des discours séparatistes, je suis parfois un peu étonné de cette approche. Et donc, nos jeunes gens ont été déboussolés pendant plus de 20 ans. Il y a une
très fort taux de chômage, en tout cas je parle de ma chefferie, plus de 70% de jeunes sont au chômage. Et donc cette situation les met dans des positions de fragilité. Et donc un leader politique peut parler, mais tant qu'il ne vous amène pas le pain et le foufou dans votre assiette, bon, vous l'écouterez à demi-mot. Hein, selon l'adage, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc ne vous étonnez pas, c'est ce qui se passe actuellement. Ces leaders politiques sont votés parce qu'ils sont candidats. Les meilleurs passent, mais le message qu'ils essayent d'envoyer, ils ont besoin qu'on trouve cette synergie, celle dont je vous parle. Au niveau provincial, il y a des élus provinciaux, au niveau national. Et donc c'est toute cette synergie qui nous permettra de relever ce défi et peut-être de convaincre tous ces jeunes à écouter davantage leurs élus et aussi leurs chefs coutumiers. Alors vous épousez cette assertion selon laquelle la dimension qu'il faut intégrer pour mettre fin à ce cycle infernal de l'insécurité dans l'Est du pays, c'est donner, créer les emplois, favoriser un environnement propice à l'entrepreneuriat, occuper les jeunes et ne pas seulement utiliser l'arme. Absolument. Avant d'arriver ici à Kinshasa, je sortais d'un atelier de 4 jours qui était axé sur l'accès à la terre des petits paysans. On a une très forte pression démographique, en tout cas à l'Est, dans mon entité, ce qui fait que la terre devient rare. Aujourd'hui, dans la chefferie du Buisha, on atteint presque le million. Or, 90% des habitants du Buisha sont à vocation agricole. C'est pour vous dire la pression qu'il y a sur la terre et qui est source d'insécurité. Les gens se battent pour avoir un accès à la terre. Et donc nous, actuellement, avec l'aide notamment de certaines ONG, mais aussi de la CONAREF dans la fameuse réforme foncière, nous travaillons aussi sur une mise en place d'un cadastre. On parlait de la fameuse réforme. Oui, tout à fait. Et donc nous travaillons au niveau local sur une meilleure gestion de nos terres au travers d'une mise en place d'un cadastre foncier coutumier. Ce qui nous permettrait d'avoir un suivi moins, on va dire, coutumier, mais un peu plus formalisé de nos terres coutumières. Et donc ça pourrait aussi nous aider, une fois qu'on aura ce cadastre-là, à avoir l'appui de certaines structures, étatiques notamment. Nous comptons beaucoup sur le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour mettre en place des politiques agricoles qui vont permettre d'augmenter la productivité. Si vous augmentez la productivité, forcément, la pression sur le peu d'espace va aussi diminuer. Et donc, tous ces mécanismes sont assez complexes, mais en valent la peine. Et en tout cas, nous travaillons dessus pour essayer de ramener cette paix au travers de différents canaux. Oui, il y a aussi cette affaire de la Rwindi. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, la Rwindi, c'était un joyau de la République. Hélas, avec les guerres, le site touristique a complètement été détruit et il convient de tout refaire. Et selon les informations à ma possession, je pense que l'ICCN se penche déjà sur ce dossier-là, en tout cas progressivement. Et pourquoi pas? Il faudrait peut-être faire un appel du pied à tout investisseur privé. Le parc des Virunga, c'est le plus vieux parc d'Afrique. C'est un potentiel immense. Nous avons les gorilles des montagnes, dans les montagnes, nous avons la plaine, et donc avec tout ce que ça signifie, un lac. Et donc il faudrait bien sûr d'abord qu'il y ait un calme. Vous savez, les touristes n'aiment pas le bruit des bottes. Là où il y a les armes qui parlent, vous ne verrez pas de tourisme. Donc ça veut dire pour revitaliser Vichumbi, il faut la Rwindi, il faut d'abord un retour au calme. Mais j'en appelle vraiment aux autorités nationales, provinciales, de prendre ça vraiment à bras-le-corps pour essayer d'appuyer le travail qui est fait actuellement par la direction de l'ICCN, tant nationale que la direction provinciale. Et donc il y a un grand travail qui est fait, peut-être que les gens ne s'en rendent pas suffisamment compte, mais il convient encore de les appuyer davantage. Aujourd'hui, des pays comme la Tunisie, le Rwanda vivent du tourisme. Et donc pourquoi pas nous? Nous avons un potentiel beaucoup plus important. Nos gorilles des montagnes continuent à traverser chez les voisins? Disons, les frontières sont des barrières physiques pour les hommes, pas pour les animaux.
Ça veut dire nous avons les gorilles de montagne qu'on partage avec le Rwanda et l'Ouganda dans la fameuse chaîne des Virunga. Nous avons aussi une frontière avec le Queen Elizabeth National Park qui se trouve côté ougandais, du côté de Ishasha. Donc les animaux ne savent pas qu'il y a une frontière ou pas, sauf si peut-être vous la leur montrez au travers de ce que par exemple M. Demerode fait. Il clôture le parc des Virunga avec une clôture électrique et donc à ce moment-là on sait très très bien où se situe le parc et là où ils ne peuvent pas aller. Mais on ne peut pas les empêcher d'aller vers le Rwanda ou l'Ouganda, ce serait insensé. C'est un patrimoine commun que nous exploitons, et le Rwanda, et l'Ouganda, et le Congo. Donc je pense qu'il faut plutôt ramener la sécurité pour que cette exploitation puisse se faire de façon optimale pour tout le monde. Est-ce que vous sentez dans les Congolais et les coutumiers de Rutshuru et des territoires environnants, c'est une question qui fâche, l'amour de cette nation? Absolument. Il y a vraiment un très fort attachement à la nation congolaise et je le sens même au niveau de mon entité. Ici à Kinshasa, je le sens également. Donc cette appartenance commune à une même nation est encore assez étonnamment, avec tout ce qu'on a connu, est encore fortement présente dans beaucoup de cœurs de Congolais. Maintenant, il y a encore les mentalités qu'il faut changer. Et ça, c'est encore un autre grand chantier. J'espère vraiment que les autorités actuelles, le président de la République parviendra à modifier quelque peu la façon de voir des Congolais. Et c'est peut-être le défi le plus grand à relever. Les Congolais semblent attendre beaucoup de l'actuel président. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui jette les jalons, la fondation pour un véritable état de droit où la justice fera des lémules avec des retombées, comme vous savez que vous avez une chefferie essentiellement composée des agriculteurs, ce sont des gens très patients par rapport aux chasseurs. Donc, mais dont le résultat, ces jalons pour une nation, dont les résultats viendraient peut-être en 2023, et non pas les attendre, 2021, 2023, 2028. Oui, c'est votre question très pertinente, bien sûr, et assez difficile à répondre. Mais je vous donnerai ceci comme peut-être piste de réflexion. 5 ans, ça semble beaucoup, mais c'est aussi très peu pour réaliser le grand chantier qu'est la République démocratique du Congo. Je pense que tous les présidents, que ce soit le précédent, le président Kabila et l'actuel président, chacun a fait de son mieux pour essayer d'amener une certaine stabilité dans ce pays. Nous avons assisté en 2018 à une passation de pouvoir pacifique dans laquelle on n'était pas habitué. Et donc c'est déjà un plus. On a pu comprendre qu'il y avait moyen de changer de président au travers d'élections libres. Et donc aujourd'hui, il y a peut-être d'autres étapes à franchir, et notamment le retour de l'état de droit. Je sais, en tout cas à suivre les informations, le président actuel s'y emploie énormément, et on espère qu'il aura aussi un bilan positif dans certains secteurs. Il ne peut pas tout faire seul, il y a une partie qui doit être faite par les communautés locales, par les provinces. Et donc c'est cette synergie-là que j'essaie de vous expliquer qu'il faut essayer de mettre en marche pour que tout le monde comprenne que oui, de Kinshasa, bien sûr, il peut prendre des décisions, regardez l'état de siège, mais cet état de siège doit être aussi suivi d'actions sur terrain, d'encadrement de nos jeunes, et c'est toute une synergie qui doit être mise en place dans sa globalité. On ne doit pas regarder le pays comme Kinshasa avec les institutions nationales, tout en oubliant qu'il y a les provinces et les entités coutumières décentralisées. Avez-vous des échanges faciles avec certains acteurs politiques issus biologiquement de Rutshuru, mais dont, par exemple, le cœur battrait ailleurs, chez les voisins? Question difficile, mais importante, en tant que chef coutumier, parce que vous êtes obligé de bercer
les enfants de tous les caractères? Écoutez, mes relations avec tous les élus Les échanges francs. Nous avons des échanges francs. Et pour ne pas déstabiliser et l'entité, et les territoires, et la province, et le pays tout entier. Nous avons des échanges francs. En tout cas, la dernière venue que j'avais ici à Kinshasa, j'avais été accueilli par toute la communauté, les élus qui avaient pu se disponibiliser, et certains en privé, et nous avions vraiment des échanges très francs. Mais vous devez aussi comprendre que le pays sort de 20 ans de guerre. Et donc, il y a eu des implications que tout le monde connaît de nos voisins. Pas seulement l'Ouganda et le Rwanda. L'Angola était ici. Le Zimbabwe aussi. Et donc, tout ça prend un temps pour s'en défaire. Et ça prendra peut-être encore un peu de temps. Mais je pense que tous, nous sommes orientés vers une même vision. C'est la vision congolaise. Donc, nous souhaitons que le Congo puisse être, à un moment donné, rétabli dans ses droits et pouvoir être géré en toute sérénité et sécurité par des Congolais. Et je pense que c'est le b.a.-ba, tout le monde le souhaiterait. Aucun pays ne souhaite être dirigé par des gouvernants étrangers. Mais si, par moment, on a besoin d'un soutien pour essayer de mettre fin à l'insécurité, je ne vois pas où se pose le problème à ce niveau-là. Mais du coup, la question, on ne dit pas que la police est là parce que les autorités compétentes disent qu'il n'y a pas de police rwandaise sur le sol congolais. Si cela a été décidé, quelle serait votre réaction, chef de terre? Je pense que déjà il y a une police étrangère qui vient en appui, on va dire, à la police nationale congolaise. Ça se passerait dans les grandes agglomérations que sont les villes de Goma, peut-être d'autres grandes villes comme Butembo. Et cela, je vais dire, ça dépend de la sécurité nationale. C'est une décision qui, à notre niveau, certains coutumiers peuvent avoir du mal à le comprendre, mais il faudrait peut-être que l'autorité qui a pris cette décision puisse vulgariser le pourquoi de cette décision pour que sur terrain, nous comprenions exactement ce qui se passe. Heureusement, on est dans les scies. Mais connaissant les rapports qu'on a avec certains voisins, les Zimbabwéens sont partis, ils n'ont pas causé du tort. Voilà, les Angolais ne nous ont pas causé du tort, après avoir aidé Mzé, dans d'autres. Mais connaissant les rapports avec certains voisins, est-ce que c'est toujours prudent de les inviter chez nous quand la police congolaise ou l'armée congolaise ne va pas intervenir dans leur cuisine interne là-bas? Oui, c'est une question très délicate. Bien sûr, comme vous le dites si bien, certains pays qui nous ont prêté main forte ne sont plus là. La spécificité peut-être qu'il y a avec nos pays voisins à l'Est, et c'est ce qui existe depuis plus de 50 ans, c'est que ces deux pays, notamment le Rwanda, a une forte pression démographique. Et cette pression démographique, c'est une réalité, qu'on le veuille ou pas. C'est leur problème, ce n'est pas notre problème. C'est un problème régional. Ils peuvent habiter les vallées, les montagnes là-bas, c'est eux. Sinon, qu'ils fassent comme les Chinois, mettre au monde un enfant par foyer, ou bien carrément ne plus mettre au monde. Pourquoi aller prendre des réfugiés afghans et autres, les accueillir sur son territoire, quand on sait qu'on n'a pas assez d'espace? Donc, ce n'est pas notre affaire de gérer la démographie galopante d'un pays voisin. Ce n'est pas notre affaire. Absolument. Oui. Mais vous devez savoir qu'un problème démographique reste ce qu'il est, et c'est une pression, et c'est une réalité. Donc, même si les gouvernants ont ce souci de gérer ce problème-là, parfois ils n'y arrivent pas nécessairement. Pour votre information, la population rwandaise d'avant-génocide était de 8 millions de personnes. Aujourd'hui, ils sont plus de 12 millions. Donc 4 millions de plus. Imaginez-vous un peu ce que ça signifie. Ouais. Et donc, ils doivent gérer les naissances. Absolument. Donc ça, c'est bien sûr, je vous ai expliqué tout à l'heure, notamment en parlant de l'utilisation du charbon de bois, c'est tout un état de mentalité qu'il faut changer, qui prend parfois du temps. Sauf si vous décidez, avec un pouvoir autoritaire, vous prenez une décision, vous dites à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus qu'un enfant ou bien vous n'en avez plus du tout. Allez savoir un peu quelles seront les conséquences aussi. Et donc, quoi qu'il en soit, on doit comprendre aussi que cette pression
qui est en fait une bombe à retardement, doit être géré d'une façon régionale. Que vous le vouliez ou pas, ces gens-là, lorsqu'ils auront faim, ils auront toujours tendance à venir faire toc 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 chez nous pour dire, écoutez, nous on a faim, on fait comment? Alors tant qu'on n'arrive pas à trouver des réponses consensuelles... Mais vous restez chez vous, on prend la nourriture, on vous donne. Ah, pourquoi pas? Ce serait une solution. Ce serait une solution. Ouais. Faudrait-il encore être en mesure de produire? Je vous ai dit, aujourd'hui, on mange même du poisson qui vient des pays voisins. On n'est pas en mesure d'en produire nous-mêmes. C'est pour vous dire un peu le problème que nous avons aussi au niveau congolais. Et donc, c'est un grand chantier, j'en suis persuadé. Mais il existe déjà, comme vous le savez peut-être, des structures. Et je pense même le président actuel va dans cette logique-là. Il y avait déjà la CPEGL qui avait été installée à l'époque de Mobutu et du président Habyarimana, coopération des pays des Grands Lacs. Il y avait déjà en filigrane cet esprit de se dire non, ouvrons nos frontières. Laissons circuler les gens librement dans cet espace commun, mais selon certaines règles. Et lorsqu'il y a déficience de l'État, bien sûr, les règles ne sont pas suffisamment appliquées, et c'est l'occurrence dans notre pays. Et aujourd'hui, je pense que le président de la République essaye aussi de rentrer dans ce fameux East African Community. C'est justement pour s'ouvrir aux pays d'Afrique de l'Est que sont l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie. Et c'est pour vous montrer cet esprit d'ouverture. Il ne faut pas chercher à se fermer. Je pense que Museveni est déjà, a déjà compris, le président Félix Antoine Tshisekedi, il y a un temps, en TB, il était en train de montrer que le Grand Nord du Nord Kivu, c'est salutaire pour l'Ouganda parce que ça permet d'écouler les produits manufacturés, l'industrie locale ougandaise, un marché important. Voilà l'importance des routes qui sont construites. Oui. Là, il n'y a pas assez de... Il y a moins de soucis, parce qu'on sent comment il est réfléchi avec son homologue. Mais de l'autre côté, vous voyez qu'il y a quand même des usines de transformation des matières premières à Kigali. Et ces matières premières ne sont pas produites sur place, ça vient de chez nous, ça vient de notre territoire. Vous savez comment ça part? Ça, c'est un vrai problème. Il n'y a pas de jeu correct à ce niveau-là. Les grands minerais qui Il y a des pillages. Les grands minerais qui ont défrayé la chronique durant toutes ces années, c'est essentiellement la colombo-tantalite, le fameux coltan, et la cassitérite. Donc ça veut dire l'étain. Mais savez-vous que ces deux minerais, en tout cas je parle de l'étain, peut-être la colombo, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais l'étain, tout l'étain qui était produit au Congo est raffiné en Malaisie. Imaginez-vous un peu le trajet que ça fait pour aller être simplement raffiné. Ça sort du Congo, brut, il y a une petite mise en valeur, ça veut dire on demande la mise en place d'entités de traitement pour un peu dégager des métaux inutiles comme le fer. On a beaucoup de fer dans ces minerais-là. Oui. Et donc garder au moins un pourcentage au-delà de 65% d'étain pour pouvoir l'exporter. Mais cet étain-là n'était raffiné qu'en Malaisie. Donc ça doit prendre la route à partir du Congo, traverser le Rwanda, ou si vous voulez vous passer par l'Ouganda, mais vous devez arriver soit au port de Mombasa, au Kenya, ou bien de Dar es Salaam en Tanzanie, prendre le bateau, partir en Malaisie. Que ce soit en Malaisie, que ce soit à Kigali, ça ne nous profite pas, nous. Voilà, alors c'est là... Monsieur le Moami, ça ne nous profite pas. Ce qu'il faut poser la question maintenant, c'est pourquoi ne pas mettre cette entité de raffinage au Congo? Très bien. Ça, là, je comprendrai la question. Oui. Mais il ne faut pas stigmatiser sur le Rwanda, parce que le Rwanda peut-être se dit, mais tous ces camions passent chez moi pour aller en Malaisie, pourquoi je ne vais pas développer une industrie de raffinage, former des gens? Et c'est peut-être ce qu'il a fait pendant toutes ces années où nous étions distraits. Ça va finir, on va y mettre fin. Alors, on termine avec ces milliers de réfugiés en Ouganda. C'est aussi un problème qu'il faut résoudre. Monsieur le Moami, ce sont les fils et filles du pays, de Rutshuru, de Mwenga, de Walikale, voilà, des Massissi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bonne question, monsieur le journaliste. Essentiellement du Bwisha. Nous avons près de 1 million de Banyabwisha qui se trouvent dans les camps de déplacés en Ouganda. C'est une tragédie et on y travaille déjà. Et donc, nous avons finalisé notre plan de développement local et inclusif pour les 5 prochaines années. Et nous avons sollicité l'aide du HCR pour inclure dans ce plan
la façon dont il faut gérer le retour des déplacés, tant qui se sont déplacés en dehors du pays que des déplacés internes. Et on y accorde beaucoup d'importance, vous vous doutez bien, parce que si le calme revient, ces gens auront tendance à vouloir revenir sur leurs anciens terroirs. Et ce sera à ce moment-là très difficile à gérer parce que les espaces ont déjà été occupés par d'autres personnes qui sont venues d'autres régions. Je pense notamment au Grand Nord, les gens sont venus du Lubero vers le Rutshuru, les gens sont venus du Massissi vers le Rutshuru et peut-être même du Sud Kivu vers le Bwisha qui avait des terres très fertiles. Et donc, oui, nous sollicitons une concentration des autorités nationales et nous y travaillons déjà à notre petit niveau avec des ONG, avec les structures onusiennes pour être sûr que nous serons en mesure de bien accueillir nos populations déplacées dans les pays voisins. Voilà, Jean-Baptiste Ndézé, plutôt Ngézé. Ndézé. Ndézé, voilà. Oui. Je l'ai massacré. Jean-Baptiste Ndézé, Mwami, chef coutumier, Banawisha. Banyabwisha. Banyabwisha. Bon, Banyabwisha, les habitants du Bwisha. À ne pas confondre avec l'appartenance et la diversité ethnique qu'il y a dans la chefferie du Bwisha aussi. Voilà. Et ils habitent Bwisha, ils sont des Bwisha. Absolument. Leur cordon, c'est à Bwisha. Leur cordon, c'est à Bwisha. Mais comme je vous ai dit, l'approche du pays est devenue ethnique. La majorité de la population du Bwisha est la communauté Hutu, dont je suis le Mwami. Voilà, chef coutumier. Protégez le pays. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Protégez les Congolais. Je vous en prie, merci. Et puis, soyez jaloux de votre pays, c'est très important. Merci beaucoup. Si le Congo disparaît, c'est fini, on est tous en l'air. Non. Les apatrides. Sachez qu'à notre petit niveau, on tient fort. Et avec l'aide de Kinshasa, je pense qu'on pourra tenir assez longtemps. Et voilà. Vous avez compris que la pression démographique est importante. De l'autre côté, on doit rester veillé. Parce que le pays, ce n'est pas une paroisse. Il y a des problèmes qu'il faut résoudre d'une façon régionale. Et si on comprend cela, ça va beaucoup aider. Voilà. On peut aider les gens, ils restent chez eux. On protège le pays. Absolument. Israël est très jaloux. Hein, oui, bien sûr. Territoire, même les Palestiniens. Oui. Voilà. Oui, oui. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le journaliste. À Kinshasa. Et merci, puis, Aksanti sana. Vous allez, voilà, Mungu akubariki. Aksanti. Chez moi, je vous aurais dit Murakoze Chan. Ah, voilà. Oui, en langue locale, oui. C'est quelle langue? Oui, on appelle, certains disent le Kinyabwisha, d'autres le Kihutu, mais enfin bon, voilà. C'est une langue locale. Vous pouvez locale. Reprendre un peu pour dire merci. Murakoze Chane, Murakaraman. Et voilà, ça ressemble un peu à Kifulero. Oui, voilà. Nous avons des voisins au Bafumbira aussi, au Bachiga, donc tout ça c'est un mélange. Le pays est vaste, il a des richesses énormes. Bon, merci beaucoup. Asante kubwa sana, Mungu anubariki. Tutaonana kesho. Entre-temps, meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An sur Télé 50. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.